Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Facebook Live pour parler des moments forts de l'ECTRIMS 2022. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les données les plus novatrices qui ont été dévoilées lors du Congrès européen sur les traitements et la recherche sur la sclérose en plaques, l'ECTRIMS, qui s'est tenu du 26 au 28 octobre 2022 à Amsterdam. Ce congrès a réuni plus de 9000 participants venus de 100 pays différents. Donc, pour mettre en lumière les nouveautés les plus importantes qui ont été mises en lumière, nous recevons le professeur Catherine Lubetsky, neurologue et directrice médicale du département médico-universitaire de neurosciences du groupe hospitalier Sorbonne Université de Paris, et le professeur Jean Pelletier, neurologue et chef du service de neurologie et maladies inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière à l'hôpital de la Timone à Marseille. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions aux intervenants directement dans le chat du Facebook Live et je les relayerai après les différentes présentations. Donc, bonjour à tous, bonjour professeur Lubetsky, bonjour professeur Pelletier. Un grand merci de nous accorder de votre temps pour parler des points forts de l'ECTRIMS. Donc, ce rendez-vous annuel est incontournable, puisqu'il y a une multitude de chercheurs et de médecins impliqués dans la recherche sur la CEP et les maladies apparentées qui sont présents. Bien évidemment, il est impossible de résumer en quelques minutes les présentations des 200 intervenants et 1400 posters. Et c'est pour cela que vous avez choisi, donc, professeur, de faire un focus sur 4 sujets incontournables, qui sont le virus Epstein-Barr, que l'on appelle EBV, les syndromes radiologiquement isolés, les traitements et la remyelisation. Nous allons commencer avec vous, professeur Pelletier. Pouvez-vous nous faire un point sur le virus Epstein-Barr? Quelles sont les nouvelles données? Qu'est-ce que cela peut donner comme espoir aux personnes touchées par la CEP ou par les maladies apparentées? Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, vous savez que ce sujet sur Epstein-Barr virus, qui est en fait un virus très banal, qui impacte 90% de la population qui rencontre le virus et qui vit parfaitement bien avec, qui peut développer une maladie très simple qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Alors, globalement, il faut savoir que 50% des sujets vont contracter le virus avant l'adolescence et 50% après l'adolescence. Avant l'adolescence, c'est souvent un virus qui n'entraîne pas de maladie particulière et pas de mononucléose infectieuse. Et après l'adolescence, la mononucléose infectieuse en tant que maladie symptôme, si on peut dire, est plus fréquente. Alors, ce virus, il est incriminé dans la sclérose en plaques depuis de nombreuses années. En tout début d'année, une étude américaine a montré qu'effectivement, il était absolument indispensable pour déclencher la maladie. Déclencher la maladie ne veut pas dire qu'il est la cause de la maladie. Et plusieurs sujets se sont consacrés à l'ECTRIMS à essayer un peu de plus avancer, de comprendre le rôle de ce virus et dans le déclenchement de la maladie, et peut-être aussi dans l'évolution de la maladie. Alors, premier point, si on peut dire, pour résumer la situation, ce qui a été montré, c'est que si on contracte le virus très tôt dans l'enfance, le virus ne sera pas obligatoirement un facteur, on va dire, de déclenchement de la maladie, a contrario si on le contracte beaucoup plus tard, c'est-à-dire à l'adolescence. Et chose très importante, un enfant ou un adolescent qui contracte le virus, ses frères et sœurs, s'ils sont plus jeunes, auront moins de risques de développer une sclérose en plaques que s'ils sont plus âgés. Donc, ça met en avant le fait que contracter le virus a sûrement une importance plus grande pour déclencher la sclérose en plaques si on le contracte plus tard, après l'adolescence. Alors, bien sûr, ça fait poser des questions. Et un autre point qui est très important et qu'il faut connaître, c'est que lorsqu'on a contracté ce virus, il va rester en permanence dans notre organisme. Et il va rester dans un endroit bien particulier qu'on appelle les lymphocytes B. Et ces fameux lymphocytes B sont eux aussi impliqués, sinon dans la maladie, en tout cas dans potentiellement l'évolution de la maladie. Donc certains travaux sont intéressés à essayer de comprendre si le fait que ce virus était persistant dans les lymphocytes B pouvait impliquer dans une certaine mesure des caractéristiques évolutives à la maladie, et essayer de décrypter les mécanismes immunologiques qui en étaient responsables. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un certain nombre d'éléments ont été rapportés qui font effectivement penser qu'une fois dans l'organisme, le virus a peut-être de l'importance sur l'évolution de la maladie.
Donc, ça fait appel à 3 points qui vont être importants dans un avenir très proche. Le premier, c'est de se dire, si on vaccine les enfants très tôt contre Epstein-Barr virus, on évitera ces enfants de contracter le virus et dans une certaine mesure, probablement pourrions-nous diminuer la fréquence de la maladie, voire éradiquer la sclérose en plaques. Encore faudrait-il qu'il existe un vaccin, ce n'est pas le cas actuellement, mais certaines entreprises pharmaceutiques y travaillent. Et la deuxième question qui est posée, c'est il faudrait que le vaccin puisse être utilisé très tôt chez les enfants et avec une efficacité très longue pour éviter d'être obligé de revacciner. Le deuxième point concerne le fait que le virus est présent dans notre organisme, dans les lymphocytes, B en l'occurrence, et ça peut amener un certain nombre d'idées concernant des traitements qui pourraient avoir un impact plus cette fois-ci sur le virus, c'est-à-dire ce qu'on appelle des traitements antiviraux, qui pourraient permettre d'éviter que le virus puisse impacter l'évolution de la maladie. Et puis, dernier point, mais ce sont des choses qui sont actuellement discutées, c'est de savoir si le niveau sérologique lorsqu'on contracte le virus, c'est-à-dire le taux d'anticorps qu'on produit, pourrait être lui aussi susceptible d'être un marqueur de déclenchement de la maladie ou d'évolution de la maladie. Voilà, donc beaucoup de travaux qui sont en cours, mais une piste très importante sur laquelle probablement on pourra agir dans les années qui viennent. Merci beaucoup, professeur Pétier, pour cet éclairage et surtout l'espoir que ça laisse pour les personnes atteintes de CEP, pas aujourd'hui, mais au moins dans le futur. Professeur Lebetsky, nous entendons de plus en plus souvent parler du RIS, le syndrome radiologiquement isolé. Pourriez-vous nous expliquer cette notion? Qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui sont ainsi diagnostiquées et comment évolue-t-elle? Quels sont les traitements? Oui, donc le RIS, R-I-S, donc en anglais c'est Radiologically Isolated Syndrome et en français c'est syndrome radiologiquement isolé. Donc qu'est-ce que finalement ce RIS? Ce RIS c'est finalement la découverte fortuite d'anomalies sur l'IRM qui ressemblent à ce qu'on voit dans la sclérose en plaques. Alors pourquoi on découvre ces anomalies de façon fortuite? Par exemple quelqu'un qui fait une chute avec un traumatisme crânien et qui a une IRM et on tombe sur ces anomalies alors qu'il n'y a aucun symptôme en rapport avec une sclérose en plaques. Ça peut être aussi des IRM qui sont faites dans le bilan de migraine. Voilà, la migraine n'est pas un symptôme de sclérose en plaques. Et on fait un bilan de migraine, c'est une vraie migraine et puis on tombe sur ces anomalies. Ça peut être aussi, on fait un bilan d'une autre pathologie, par exemple une lésion de l'hypophyse, un adénome de l'hypophyse et il faut faire un peu le bilan pour voir ce qu'il faut faire. Traitement hormonal uniquement ou plus, et on tombe sur ces anomalies. Donc ces anomalies, elles ressemblent beaucoup aux anomalies radiologiques qu'on voit chez les patients atteints de sclérose en plaques, mais ce qui différencie le RIS de la sclérose en plaques, c'est qu'il n'y a aucun symptôme. Et donc la question qui se pose, c'est quand on découvre ces anomalies, c'est anxiogène bien entendu pour les patients, on découvre ces anomalies, quel est le risque en fait de développer une sclérose en plaques dans les années qui viennent? Donc vous pouvez imaginer que ça a pris du temps puisque ça veut dire qu'il a fallu suivre des patients de façon prospective, c'est comme ça qu'on dit, et pour essayer de voir voilà, quel est le pourcentage de patients qui au bout d'un certain nombre d'années développaient la maladie et d'autre part essayer de voir quels étaient les facteurs de risque chez ces patients qui avaient le risque, chez ces patients qui avaient un risque, quels étaient les facteurs de risque qui augmentaient ce développement d'une sclérose en plaques. Alors, il y avait déjà eu des études, et notamment il y avait eu une étude qui avait été coordonnée par Christine Lebrun-Freinet et Sandra Vukusic il y a quelques années, soutenue par l'ARCEP dans le cadre de l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Et en moyenne, quand on trouve ces anomalies de façon fortuite chez des patients qui n'ont aucun symptôme, le risque moyen, il est de 20% au bout de quelques années de développer une sclérose en plaques. 20%, c'est voilà, beaucoup ou pas beaucoup selon comment on l'évalue. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié, dans le cadre de cette étude, on a identifié les facteurs qui augmentaient le risque de développer une sclérose en plaques. Et donc, c'est très important pour notre réflexion. Et les patients qui ont un RIS, ils ont plus de risques
de développer une sclérose en plaques s'ils sont jeunes, moins de 35 ans. Deuxièmement, si l'IRM de la moelle montre des anomalies. Et troisièmement, si, quand on fait une IRM, il y a des lésions qui sont rehaussées par le produit de contraste. Alors, il est probable aussi que la présence d'une inflammation dans le liquide céphalorachidien, donc dans la PL, est aussi un facteur de risque. Et donc, les patients qui ont ces trois facteurs de risque, la lésion dans la moelle, l'âge jeune et la lésion rehaussée par le gadolinium, on ne parle pas de la ponction lombaire parce que tous les patients n'avaient pas eu de ponction lombaire, donc ils ne sont pas inclus dans cette analyse, et bien à ce moment-là, on passe de 20% en moyenne à 90%. Donc, ce sont des données qui sont vraiment importantes. Donc ça, c'était ce qui avait déjà été présenté et ce qui était connu, encore une fois, cette étude française qui a joué un rôle vraiment très fondamental. Enfin, coordonné en France en tout cas. La question à laquelle ont répondu nos collègues lors du congrès de l'ECTRIMS, c'est la question qu'on se pose tous. On tombe sur ces anomalies, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il ne faut pas traiter? Est-ce qu'on se dit on est dans une pré-sclérose en plaques et il faut traiter? Ou est-ce qu'on se dit on est dans une pré-sclérose en plaques mais on n'a pas suffisamment d'arguments pour traiter? Et donc ça, c'est une étude qui a été communiquée lors de l'ECTRIMS, qui a rassemblé 12 sites américains et qui a été présentée par notre collègue Darin Okuda. Et Christine Lebrun-Freinet était un des intervenants importants de cette présentation. Donc le nombre de patients qui a été suivi pendant 2 ans est de 87. Donc vous allez dire, c'est pas tellement 87 patients, mais c'est pas si fréquent les RIS non plus. Parce qu'il faut avoir le trauma crânien, faire l'IRM, trouver quelque chose, etc. Donc il y a probablement plein de RIS qui ne sont pas diagnostiqués. Donc 87 patients ont été suivis dans le cadre d'un essai clinique et donc on leur a proposé soit d'être traités par un médicament immunomodulateur qui s'appelle le diméthylfumarate, c'est le Tecfidera, soit de recevoir un placebo et puis ils ont été suivis. Et les résultats sont vraiment très très marquants puisque les patients qui étaient sous traitement ont eu une réduction de 80% de risque de survenue d'une poussée, donc diminution de 80% du risque de développer une sclérose en plaques. Donc ça, c'est des résultats vraiment qui sont très très clairs et qui vont modifier notre façon de prendre en charge. Il y a une autre étude dont on aura les résultats d'ici 1 an à peu près, coordonnée en France, qui est le même type d'étude où les patients reçoivent soit un placebo, soit un autre immunomodulateur qu'on appelle le teriflunomide. Tout ça pour dire que cette étude, dont on attendait vraiment avec impatience les résultats, permet de dire, à partir du moment où on dit, ben voilà, il y a quand même 80% des patients qui vont développer une sclérose en plaques, il vaut mieux les traiter. Et donc, on va probablement, même s'il n'y a pas encore eu de réunion de consensus pour statuer là-dessus, probablement proposer chez les patients qui ont ce syndrome radiologiquement isolé de commencer un traitement, peut-être plus particulièrement les patients qui auront les facteurs de risque dont j'ai parlé au début, l'âge jeune, la lésion dans la moelle, etc. Voilà ce que j'avais à dire sur le syndrome radiologiquement isolé. Merci beaucoup, professeur Lubetsky. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions que je transmettrai à la fin des interventions. Donc, professeur Pelletier, la présentation du professeur Lubetsky nous entraîne sur la prochaine thématique. Quelles sont les nouveautés dans la CEP et les maladies apparentées concernant les traitements et à quel horizon? C'est très compliqué de résumer une réunion qui fait appel à énormément de présentations et posters sur la thérapeutique, sur la prise en charge thérapeutique. Alors, je crois qu'il y a quelques mots-clés à retenir. Alors, pas franchement de réelles nouveautés sur de nouveaux traitements. Vous savez que nous attendons là aussi avec impatience les résultats de plusieurs études avec une nouvelle classe de traitement de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la tyrosine kinase qui pourraient, je dis bien pourraient, avoir un intérêt supplémentaire dans les formes de la maladie qui nous échappent d'un point de vue thérapeutique, c'est-à-dire les formes progressives et en particulier les formes progressives non actives où il n'y a pas de signe d'activité inflammatoire. Malheureusement, on n'a pas eu de résultats. On a eu des résultats sur les études en cours concernant les critères d'inclusion, etc., mais pas de résultats sur l'efficacité. Donc, attente qui va perdurer probablement dans le courant encore de l'année prochaine. Par contre, je pense qu'il y a 2 mots-clés à retenir
qui ont été beaucoup discutés dans cette réunion. Le premier, c'est la stratégie. Comment faut-il utiliser les différents traitements que nous avons à notre disposition? Et vous savez que nous en avons beaucoup. Et le deuxième mot-clé, c'est une prise en charge personnalisée. Là encore, beaucoup de traitements, plusieurs traitements différents avec des cibles différentes, des effets différents en termes positifs, des effets secondaires éventuels différents. Alors, sur le plan de la personnalisation, plusieurs études se sont attachées à essayer de trouver les bons critères qui permettaient d'utiliser le bon traitement dès le début de la maladie. Vous savez que tous les arguments convergent pour dire qu'il est important de traiter tôt, dès que le diagnostic est fait. Et en traitant tôt, on va avoir un impact sur tout ce qui fait la problématique de la sclérose en plaques, c'est-à-dire l'évolution de la maladie et le risque de handicap à moyen long terme, à 10, 15, 20 ans. Et on a déjà bien démontré qu'en traitant tôt, on diminuait le risque de handicap à 10, 15 ou 20 ans. Alors après, la question qui est posée, c'est quels sont les éléments qui vont faire utiliser un traitement plutôt qu'un autre. Alors on classe actuellement tous les traitements dont on dispose dans cette maladie avec deux grandes catégories, ce qu'on appelle, ce qu'on dénomme les traitements moyennement efficaces. Alors attention, moyennement efficaces ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Ils peuvent être parfaitement efficaces chez une personne donnée. Et puis, une autre catégorie qui est appelée hautement efficace. Alors, hautement efficace, ça veut dire qu'ils sont plus efficaces que les moyennement efficaces. Ça veut dire aussi qu'ils peuvent avoir des risques différents dont il faudra tenir compte. Et la discussion est de savoir quels sont les bons critères qui vont permettre d'utiliser le bon traitement dès le début. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un certain nombre de critères liés à la clinique, aux poussées, au type de poussée. Il y a des critères surtout qui sont liés à l'imagerie, à l'IRM, qui peut nous orienter d'emblée vers un traitement dit hautement efficace, parce que le risque que le traitement moyennement efficace ne soit pas suffisamment efficace est élevé. Donc ça, c'est le premier point. Donc une personnalisation concernant la prise en charge thérapeutique initiale. Et puis deuxième point très important, la nécessité de surveiller malgré ces traitements, même si tout semble aller bien, même s'il n'y a pas de poussées qui apparaissent, et en particulier surveiller de très près l'IRM, puisque l'IRM peut montrer la persistance de signes d'activité inflammatoire, alors que les patients vont parfaitement bien, ne font pas de poussées, n'ont pas de handicap. Et cette persistance d'activité inflammatoire va inciter à changer rapidement le traitement. Et deux études ont en particulier montré que si on attendait un peu trop à modifier le traitement alors que le traitement en place n'était pas suffisamment efficace, eh bien à 10, 15 ans, on avait un impact qui était plus négatif en fonction de la durée d'attente du changement de traitement. Donc encore une fois, un terme important, c'est s'adapter à la personne et surveiller la personne, encore une fois, même si tous les paramètres sont au vert, à savoir qu'il n'y a pas de poussée. La deuxième grande question qui a été beaucoup évoquée lors de cette réunion, c'est ce que je disais en introduction, c'est la stratégie. Puisqu'on a des traitements hautement efficaces et des traitements moyennement efficaces, est-ce qu'il faut privilégier une stratégie dite d'escalade, c'est-à-dire commencer par un traitement simple, surveiller les patients et ensuite modifier le traitement si ce traitement n'est pas suffisamment efficace, passage de moyennement efficace à hautement efficace, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt privilégier une stratégie dite d'induction, c'est-à-dire, pour faire simple, taper fort avec un traitement dont on sait qu'il sera d'emblée efficace et avec un paramétrage de suivi, bien évidemment, qui permettra de penser que ce traitement reste efficace. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux sens. Les avantages d'être plus efficace d'emblée, on a montré qu'effectivement, sur le moyen long terme, eh bien, ces traitements diminuaient le risque de handicap, encore une fois. Les inconvénients, c'est peut-être des risques supplémentaires de ces traitements, notamment sur la durée, les problèmes infectieux liés à l'immunosuppression notamment. Et puis, cette question, elle en engage une autre, dont on avait très peu entendu parler jusqu'à cette réunion, c'est ce qu'on appelle la désescalade. C'est-à-dire qu'une fois que ces traitements sont en place, qu'ils soient moyennement ou hautement efficaces, et donc parfaitement efficaces, absence de poussée, absence d'activité inflammatoire à l'IRM, la question qui se pose, c'est doit-on continuer à traiter, en particulier avec des traitements hautement efficaces qui peuvent entraîner des risques, notamment infectieux sur le long cours, ou est-ce qu'on peut se permettre
de diminuer un petit peu la prise en charge thérapeutique en termes d'efficacité. Alors, des études sont en cours. Encore une fois, on ne dispose pas des résultats pour savoir, par exemple, si on peut arrêter un traitement après un certain nombre d'années d'évolution, alors que tous les paramètres sont au vert, pas de poussée, pas de progression de la maladie et pas d'activité inflammatoire à l'IRM. Ou est-ce qu'on peut retourner en arrière d'un traitement hautement efficace vers un traitement moins efficace, mais toujours efficace? Donc, c'est une problématique qui est très, très, très discutée. Je pense qu'on aura des réponses parce qu'il faut du temps. Il faut 10, 15 ans de recul pour savoir si, effectivement, on prend un risque à arrêter le traitement, si on prend un risque à poursuivre ces traitements aussi. Donc, attente de résultats dans les années à venir, mais une problématique qui prend toute sa place, individualiser le traitement en termes de personnalisation, et puis ne pas hésiter éventuellement à se remettre en question. Un tout petit mot sur une approche qui est souvent beaucoup discutée par les patients, avec beaucoup de questions qui concernent la greffe des cellules dites hématopoïétiques, donc la greffe autologue, de propres cellules de la personne. Alors, certaines études qui ont été rapportées à cette réunion confirment que cette approche est extrêmement efficace, aussi efficace que d'autres traitements dits hautement efficaces, tels que le natalizumab ou la classe des anti-CD20. Donc, c'est une confirmation sur des études qui avaient déjà été rapportées antérieurement. Par contre, la question qui est restée en suspens et qui est d'ailleurs souvent posée par les patients, c'est est-ce que ce traitement est efficace dans les formes dites progressives non actives, c'est-à-dire des patients qui progressent avec un handicap qui s'accentue sans aucun signe d'activité inflammatoire, notamment à l'IRM. Deux études ont montré que très clairement la réponse était non. C'est-à-dire qu'en l'absence d'activité inflammatoire, même si la greffe est très efficace pour bloquer l'inflammation, elle n'est pas efficace sur le côté progressif de la maladie. Et une étude a même montré qu'elle n'était pas plus efficace que d'autres traitements qui sont utilisés, comme le natalizumab. Donc, c'est quand même une mauvaise confirmation d'une approche qui est certes très efficace sur la maladie en général, mais qui confirme que ce côté progressif de la maladie, il échappe encore à cette approche thérapeutique qui est la greffe, et qui confirme de l'autre côté que la greffe est très efficace sur l'activité inflammatoire, mais que si activité inflammatoire il n'y a pas, eh bien c'est probablement une approche qui n'est pas à privilégier. Alors, la place de la greffe dans tout ça, c'est pour l'instant réservé à des patients qui échappent aux autres traitements, très clairement. Parce que le risque de la greffe n'est pas négligeable d'un point de vue général. On peut mourir de la greffe pour des raisons infectieuses. On peut présenter des infections chroniques à distance de la greffe. Donc la mortalité, ce qu'on appelle dans notre langage la morbidité, c'est-à-dire le risque lié à un traitement, n'est pas négligeable. Donc pour l'instant, pas de changement sur les indications qui sont liées à cette prise en charge thérapeutique. Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on est souvent questionné sur le sujet. Merci beaucoup, professeur Pétier. De ce fait, la question sur les traitements nous amène au 4e point, professeur Lebetsky. Qu'en est-il de la réparation de la myéline? Est-ce que le Congrès a apporté des réponses concrètes sur ce sujet? Oui, merci de la question. Et c'est vrai que ça fait un peu le lien avec ce que vient de dire Jean Pelletier sur la difficulté de traiter la progression du handicap. Donc je vais commencer par une petite introduction parce qu'il y a eu sur l'importance de la remyélinisation pour prévenir l'accumulation du handicap, et il y a eu plusieurs communications là-dessus pendant le congrès. Donc tout d'abord, vous savez que la remyélinisation, c'est la réparation de la myéline, et cette réparation de la myéline spontanée, elle existe chez les patients, mais elle est dans la majorité des cas insuffisante, en tout cas après un certain nombre d'années de la maladie. Alors, ce qu'on sait aussi, et là aussi ça a été abordé pendant le congrès, c'est que réparer la myéline, c'est important parce que ça protège le neurone de la neurodégénérescence. Ça le protège, c'est un facteur trophique en fait pour le neurone. Et donc, il a été montré par différents aspects, d'une part dans des modèles expérimentaux, en imagerie aussi chez l'homme, et puis en analysant des lésions de sclérose en plaques, que la réparation de la myéline était capable de prévenir donc la neurodégénérescence et partant l'augmentation
du handicap irréversible. Donc c'est important de remyéliniser, mais spontanément, cette remyélinisation est insuffisante. Alors l'autre point qui est important, mais qui rejoint un petit peu ce que Jean vient de dire aussi, c'est qu'on sait maintenant, et il y a eu des articles publiés récemment là-dessus, on sait que malgré des traitements de plus en plus efficaces contre l'inflammation, eh bien ça n'empêche pas, malheureusement, la progression du handicap, ce qu'on appelle la progression silencieuse, qui est un mauvais terme parce qu'elle n'est pas silencieuse pour le patient du tout, hein, mais la progression indépendante des poussées. Et donc, traiter cette composante inflammatoire qui donne les poussées suffit pas malheureusement à empêcher la progression du handicap. Donc tout ça pour dire que la réparation de la myéline, en empêchant la progression du handicap, est quelque chose qui est devenu un challenge qui est vraiment important pour protéger ce neurone et empêcher qu'il s'abîme de façon irréversible. Alors qu'est-ce qu'il y a eu au congrès là-dessus? Il y a eu un certain nombre de communications. Il faut bien comprendre que pour réparer la myéline, il y a deux types d'approches. L'approche exogène, les greffes. Donc on greffe des cellules. Alors cette fois-ci, ce n'est pas les cellules de la moelle hein, dont Jean vient de parler. C'est des cellules qui sont capables de refaire de la myéline. Et pour le moment, il y a très peu d'études qui ont été faites dans un contexte d'essais cliniques correct sur le plan méthodologique. Et ce qu'on a appris au congrès, on le savait déjà un petit peu avant, c'est qu'il y a une étude de phase très précoce, c'est ce qu'on appelle une étude de phase 1, 2A, donc tout au début, pas suffisante pour étudier l'efficacité, qui a été réalisée, qui a été coordonnée par nos collègues italiens de Milan. Voilà, donc dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont greffé des cellules souches neurales, donc des cellules souches qu'on va chercher dans le cerveau des fœtus humains, voilà, et ils les ont greffées chez des patients qui avaient des formes progressives de sclérose en plaques. Et pour les greffer, ils n'ont pas été greffés dans le cerveau, mais ils ont injecté ces cellules dans le liquide céphalorachidien, donc comme si on faisait une ponction lombaire, mais dans l'autre sens, en injectant les cellules. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour le moment? Il y a une quinzaine de patients à peu près qui ont été traités. L'élément le plus important, c'était de regarder la sécurité, et il n'y a pas eu d'alerte de sécurité. Voilà, il y a des données d'imagerie qui sont en cours d'analyse, et voilà, ça veut simplement dire que cette étude de phase 1 qu'on attendait, parce que ça a pris beaucoup de temps, il fallait, voilà, les cellules souches neurales, les utiliser de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème de toxicité, pas de problème de risque infectieux, etc. Donc l'étude est terminée et maintenant la procédure va continuer et on espère que bientôt va débuter la phase 2 de cette étude de greffe de cellules souches fœtales humaines. Donc ça c'est la myélinisation exogène. Donc l'autre chose, c'est se dire, ben voilà, il y a des capacités de réparation de la myéline spontanée, même si elles sont insuffisantes. Ça a conduit à l'identification des mécanismes qui sont impliqués dans cette remyélinisation spontanée. Et donc on va essayer de stimuler la remyélinisation endogène, comme on dit. Alors, il y a eu pas mal d'études qui ont été réalisées relativement récemment. Pendant des décades, toutes ces stratégies de réparation de la myéline, elles étaient uniquement expérimentales. Et puis depuis 5-6 ans à peu près, on est passé à l'étape clinique chez l'homme. Alors voilà, il y a eu une vingtaine d'études à peu près qui ont été faites au cours de ces 7-8 dernières années, dont la moitié sont encore en cours, hein, pour essayer de promouvoir la réparation de la myéline chez les patients atteints de sclérose en plaques. Alors, pour le moment, il y a eu un certain nombre d'échecs. Et notamment dans les échecs, il y a eu les études, puisqu'il y a eu plusieurs essais qui ont été réalisés avec un anticorps monoclonal qui s'appelle opicinumab. Donc sur le plan expérimental, ça marchait très très bien parce que cet anticorps, il bloque une molécule qui empêche la remyélinisation. Et donc chez l'animal, ça marche très très bien. Et ça a conduit à une première étude qui est parue déjà il y a quelques années, où ce qui a été regardé, c'est la démyélinisation dans le nerf optique. Alors pourquoi le nerf optique? Parce que le nerf optique, ça permet de voir, bien entendu, mais on peut aussi regarder la conduction de l'influx nerveux en faisant ce qu'on appelle des potentiels évoqués visuels. Et quand on a une atteinte de la myéline du nerf optique, eh bien, le moment où on voit la réponse à la stimulation des potentiels évoqués visuels, eh bien, quand il y a une atteinte de la myéline, l'influx nerveux il voit moins vite, et donc on va avoir une augmentation de la latence de cette onde des potentiels évoqués visuels.
Donc la première étude avec l'opicinumab, elle a été réalisée et publiée il y a quelques années. Une petite population de patients, 85 ou 86 à peu près, avec des résultats qui étaient partiellement positifs. Ils étaient, voilà, pas positifs sur la totalité de la population, mais ils étaient positifs sur la population qui avait été incluse complètement dans l'étude. Donc ça, c'est des finesses méthodologiques. Donc on va dire que voilà, elle était partiellement positive. Donc ces résultats, un peu prometteurs, ont conduit à 2 autres études chez des patients atteints de sclérose en plaques. Cette fois-ci, pas uniquement chez les patients qui avaient une atteinte du nerf optique. Et ces 2 études cliniques, dont le critère d'évaluation, c'était un score composite de handicap, eh bien, ces 2 études ont malheureusement été complètement négatives sur les critères cliniques, sur les critères radiologiques, sur tous les critères. Et donc, pour le moment, le développement de cette molécule, l'opicinumab, est complètement arrêté par le laboratoire Biogen qui l'avait développé. Donc, c'était décevant. Mais voilà, c'est la vie, comme ça, tout ne marche pas à tous les coups. Alors, dans les résultats positifs, il y a une étude qui, là aussi, a déjà été publiée, mais qui a été rediscutée lors du congrès. C'est l'étude avec une molécule qui s'appelle la clémastine. Alors, la clémastine, d'abord en France, c'est pas un médicament. Aux États-Unis, c'est un médicament, mais en France, c'est pas un médicament. C'est un antihistaminique, donc voilà, quand on éternue beaucoup, voilà, aux États-Unis, en tout cas, ils prennent de la clémastine. Et il y a quelques années, le groupe de Jonah Chan et Harry Green à San Francisco a identifié, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en utilisant une méthode de screening pour identifier des activités promyélinisantes, que la clémastine, par son action anti-récepteur muscarinique, avait un effet favorisant sur la réparation de la myéline. Et donc ça a conduit à une étude qui elle aussi est déjà publiée et qui a été coordonnée par Harry Green à San Francisco, chez des patients qui avaient une atteinte du nerf optique. Donc la même chose pour la même raison, c'est-à-dire ça permet d'étudier la conduction de l'influx nerveux et quand il y a une démyélinisation, la latence des PEV augmente, quand il y a une remyélinisation, elle rediminue. Donc c'est un marqueur quantitatif vraiment de la réparation. Cette étude elle a été faite chez des patients qui avaient une névrite optique relativement ancienne. Et même si c'était une petite population de patients, 50 patients uniquement ont été inclus, certains ont eu le placebo, d'autres ont eu la clémastine, les résultats sont positifs, donc c'est encourageant. C'est la seule étude vraiment positive en fait dans tout ce domaine de la remyélinisation. Il y a eu d'autres résultats qui étaient un peu décevants, mais avec peut-être des choses un peu positives, et notamment l'étude anglaise coordonnée par Alastair Coles à Cambridge, d'une molécule qui s'appelle le bexarotène. Et cette molécule, elle a été identifiée dans des modèles expérimentaux par le groupe de Robin Franklin. Et voilà, donc on attendait aussi, mais on a eu ces résultats-là, on les a eus dans le courant de l'année dernière. Voilà, le bexarotène, globalement, n'a pas d'effet positif chez les patients atteints de sclérose en plaques. Mais quand on regarde un peu différemment l'étude et qu'on fait ce qu'on appelle une analyse post-hoc, c'est-à-dire différentes catégories de patients, il y a des petits éléments positifs. Et on voit notamment que chez les patients les plus jeunes, il y avait un effet positif. Donc voilà, globalement négatif, mais avec l'analyse post-hoc, des résultats qui sont quand même encourageants. Alors il y a pas mal d'études, il y a 8 études à peu près qui sont en cours actuellement. Donc comme elles sont en cours, on ne sait pas, puisque c'est des études en double aveugle. Donc il y a en cours déjà, ça a commencé, une étude de la clémastine, donc celle qui a été positive dans les névrites optiques anciennes, qui est faite actuellement dans les névrites optiques aiguës. Il y a une autre étude qui est en cours et qui évalue des modulateurs des récepteurs aux estrogènes et qui est en cours, versus placebo aussi. Donc on attend les résultats. L'étude va un peu lentement, ils ont un peu de mal à inclure, mais voilà, ça va être intéressant. Et puis il y a l'étude qu'on fait aussi à l'Institut du cerveau, qui est coordonnée par Céline Loipre et moi-même, où, comme on a montré il y a longtemps que l'activité électrique, ça favorisait la réparation de la myéline, eh bien, on propose à des patients qui ont une atteinte de la myéline du nerf optique, donc une névrite optique, d'avoir des stimulations électriques de leur nerf optique avec des petites lunettes qui envoient des stimulations électriques. Et donc, les patients sont soit dans le groupe stimulé, soit dans le groupe pas stimulé. On leur met les lunettes, mais il n'y a pas la stimulation. Et les résultats, on l'espère, devraient être connus dans les 6-8 mois qui viennent, puisque presque tous les malades ont été inclus. Donc un champ qui est très actif avec, c'est la vie, des études comme ça précoces.
un résultat vraiment positif, des résultats qui sont plus en demi-teinte, je ne les ai pas cités plus, et puis des résultats qui sont négatifs, et c'est important de les publier et de tirer aussi, d'apprendre des choses de ces résultats négatifs. Alors il reste des questions clés qui ont été discutées pendant le congrès. C'est qui doit-on traiter? Est-ce qu'il faut traiter les patients qui ont une forme progressive, ou est-ce qu'il faut traiter les patients qui ont une forme rémitante de la maladie? C'est une question qui est en suspens encore. Peut-être plutôt les patients atteints d'une forme rémitante de la maladie. Et puis deuxième question clé, quand faut-il traiter? Tard ou tôt? Et là clairement, je pense qu'il commence à se dégager un consensus qui est que le jour où on aura vraiment une molécule réellement efficace sur la réparation, il faudra la donner très tôt, associée bien sûr au traitement immunologique. Voilà, donc un domaine qui reste en grande activité et en grand mouvement. Merci, professeur Lubetsky, pour toutes ces informations nombreuses et importantes. Alors, on va poser quelques questions des auditeurs. Alors, tout d'abord, professeur Pelletier, concernant le BV, vous avez dit que le BV interviendrait sur le cours de la maladie. Est-ce qu'un traitement contre ce virus, du coup, pourrait limiter l'aggravation de la SEP chez les personnes déjà atteintes? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit. Alors, on n'a pas de preuve formelle que ce virus qui reste dans notre organisme, lorsqu'on l'a contracté, puisse intervenir, notamment sur l'évolution, éventuellement les poussées ou la progression de la maladie. On n'a pas de preuve formelle. On commence à avoir des indices qui peuvent faire penser effectivement qu'il pourrait intervenir dans l'évolution de la maladie. Et ça ouvre la porte, je l'ai dit aussi, à des approches qui cibleraient le virus, cette fois-ci, hein, pas les vaccins, mais des approches qui cibleraient le virus pour agir avec des traitements dits antiviraux, comme les traitements antiviraux qu'on peut être amené à utiliser pour l'herpès, par exemple, lorsque l'herpès touche le système nerveux central. Alors, il y a des pistes, mais pour l'instant, pas d'études qui soient réellement en cours. Il y a des pistes un peu plus compliquées aussi qui pourraient faire interagir des approches plus immunologiques avec des cellules, notamment des lymphocytes, qui auraient été un peu transformées par rapport à l'éventualité qu'ils puissent influencer l'activité du virus, et elle existe. Voilà. Il y a des pistes, et je pense que on va dire les moyens sont suffisamment importants et les connaissances avancées pour que ces pistes puissent aller, je l'espère, assez vite. Merci, professeur Pelletier. Professeur Lubetsky, il y a eu forcément des questions sur le RIS, donc le syndrome radiologiquement isolé. Vous avez dit que les facteurs de risque, c'était une personne jeune, des signes dans la moelle et un rehaussement au gadolinium. Et est-ce que il y a une étude montrée si le risque était plus fréquent chez des membres d'une famille dans une famille dans laquelle il y a une personne atteinte de CEP? Est-ce qu'il serait pertinent de faire ces IRM donc aux membres d'une famille? Ben, c'est une très bonne question et pour le moment, il n'y a pas encore d'études qui permettent de répondre à cette très pertinente question. Voilà. Il faudrait regarder si dans la famille des patients chez lesquels on découvre un RIS, il y a d'autres RIS ou pas. Je ne sais pas pour le moment, mais c'est une bonne question. Merci. Alors, du coup, je vais enchaîner avec vous, professeur Lubetsky, sur la réparation de la myéline. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande en combien de temps se répare la myéline et quel est le temps avant que, du coup, le neurone dégénère et qu'on ne puisse plus réparer? Oh là là, tout ça, c'est des très bonnes questions auxquelles on n'a pas forcément de très bonnes réponses. La question combien on met de temps à réparer la myéline, on commence. Alors, on a des données dans des modèles expérimentaux. Dans les modèles expérimentaux, ça va vite. Entre le moment où la lésion elle a perdu toute sa myéline et puis le moment où elle est complètement remyélinisée, ou même partiellement remyélinisée, si on ne va pas jusqu'au bout de la remyélinisation, c'est quelques semaines maximum. Chez l'homme, c'est plus difficile parce qu'on a du mal à évaluer vraiment la remyélinisation. Mais on peut quand même maintenant commencer à y répondre, puisqu'il y a de nouvelles méthodes d'imagerie qui se sont développées, avec notamment une technique qui s'appelle le TEP, la tomographie par émission de positons, et qui utilise des ligands marqués, donc on peut quantifier, et ces ligands ils vont se fixer sur la myéline. Et donc il y a maintenant
quelques années, oui, quelques années, Benedetta Bodini et Bruno Stankov, qui travaillent voilà, dans notre groupe de recherche à l'Institut du cerveau, ont fait une étude longitudinale où une vingtaine de patients a été suivis et ils ont eu 2 tomographies par émission de positron à quelques mois d'intervalle. Et donc, on a pu voir que ça a permis d'abord de montrer qu'il y avait des patients qui remyélinisaient bien et des patients qui remyélinisaient moins bien. Mais chez les patients qui remyélinisaient bien, eh bien, entre le premier PET scan et le deuxième qui était fait 3 ou 4 mois plus tard, il y avait déjà très largement de la remyélinisation. Donc, c'est plutôt rapide, en fait, la remyélinisation. Alors après, la deuxième question qui était liée, combien de temps ça met pour protéger le neurone? On va peut-être la voir d'une façon différente, c'était peut-être d'ailleurs ce que vous vouliez dire. Combien de temps on a pour réparer quand le neurone est atteint de façon importante? Quel est le temps entre le moment où le neurone a été attaqué parce qu'il a perdu sa gaine de myéline, qu'il y a l'environnement inflammatoire autour? Combien de temps, pendant combien de temps on peut le sauver en gros? Alors, il y a des données intéressantes qui ont été apportées par nos collègues allemands, qui ont montré que même quand il y a des signes de souffrance, avec des neurones qui se mettent à grossir comme ça, eh bien, il y a des neurones qui grossissent qui peuvent quand même être remyélinisés. Donc, on peut remyéliniser des neurones qui sont un peu abîmés. Combien de temps? Pour le moment, c'est impossible de répondre à cette question, qui est une question clé pour savoir voilà, quel est l'angle d'attaque et le timing d'attaque surtout de ces traitements réparateurs. Mais voilà, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand on aura un traitement dont l'efficacité aura bien été démontrée, il faudra le donner très tôt. Merci. Professeur Pelletier, donc une question qui apparemment relie EBV et les traitements. Qu'en est-il du traitement ATA 188 qui ciblerait l'EBV? Oui, ben c'est une voie d'approche qui est en cours sur l'impact, impacter le Epstein-Barr virus pendant la maladie. Il y a notamment une étude en cours. Alors, on est, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, on est sur des études préliminaires, soit de phase 1, soit de phase 2. La phase 1, c'est principalement une étude qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas de risque majeur à l'utilisation de ce type de traitement. Et la phase 2, c'est surtout une étude de tolérance. Mais il y a notamment une étude en cours avec cette molécule dans les formes progressives. Bon, pour l'instant, on ne peut rien dire en termes de résultats éventuels, mais c'est une approche qui a tout son sens et encore plus de sens dans les formes progressives à partir du moment où, je l'ai dit tout à l'heure, les traitements qui sont très efficaces sur l'inflammation sont malheureusement inefficaces ou très peu efficaces sur ce côté progressif et qu'on qualifie maintenant de non actif de la maladie. Du coup, professeur Pelletier, je vais continuer sur une question sur les traitements. Vous avez parlé tout à l'heure de médecine personnalisée. Est-ce que on parlait à un moment donné de certains gènes, des neurofilaments? Est-ce que tout ça, ça rentre en compte dans l'adaptation du traitement ou c'est juste l'activité inflammatoire? Pour l'instant, pour personnaliser, il faut avoir des éléments qui rendent compte de la personne. Alors, la partie génétique, susceptibilité à la maladie, elle est plutôt en jeu, si on peut dire, pour l'instant, dans les facteurs, on va dire, qui vont être nécessaires pour déclencher la maladie. Il y a probablement, très probablement, il y a même des études qui l'ont montré, des facteurs de susceptibilité à la gravité de la maladie ou à l'évolution de la maladie. Mais ces facteurs-là, pour l'instant, on ne peut pas les utiliser dans notre pratique quotidienne à l'échelon de l'individu pour dire, voilà, vous êtes dans telle catégorie, donc on va utiliser telle stratégie. Les neurofilaments, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est un prélèvement très simple à effectuer, un prélèvement biologique, une prise de sang. Alors, c'est un peu compliqué parce que ces neurofilaments, en fait, ils traduisent la souffrance du neurone, l'atteinte neuronale. Et l'atteinte neuronale, elle n'est pas spécifique à la sclérose en plaques. C'est-à-dire que ces neurofilaments, ils ont été retrouvés comme étant, là aussi, anormaux dans tout un tas d'autres maladies neurologiques qui n'ont rien à voir avec la sclérose en plaques. Par exemple, la maladie Alzheimer, par exemple, la maladie de Parkinson, où les mécanismes sont différents. Mais c'est un peu la finalité de la maladie qui va faire que les neurofilaments
vont être anormaux au sens biologique du terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que voilà, on peut avoir comment dire, un accès aux neurofilaments assez simple avec une prise de sang, mais la prise de sang, c'est probablement pas le meilleur reflet de ce qui se passe à l'intérieur du système nerveux qu'on appelle central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière. Ce qui rendrait probablement le plus de service, c'est la ponction lombaire, c'est d'aller prendre un prélèvement directement du liquide qui, on va dire, nourrit le système nerveux central. Donc, vous comprenez bien, on ne va pas surveiller les neurofilaments en faisant des ponctions lombaires tous les mois ou tous les 2 mois pour vérifier s'ils montent ou s'ils descendent. Donc, c'est un côté purement pratique. Et puis, troisième point pour l'instant, hein, aujourd'hui, ces neurofilaments, ils ne sont pas dosables partout. Hein, il faut des techniques un peu sophistiquées, alors qui sont en train de rentrer dans la pratique quotidienne avec des appareillages qui voilà, font plus partie de la recherche maintenant, sont plutôt commerciaux. Mais pour vous donner une idée, tous les CHU ne disposent pas d'appareillage pour doser les neurofilaments. Il n'empêche qu'avec l'étude américaine sur Epstein-Barr virus, c'est très clair que ces neurofilaments, ils seront sûrement importants peut-être dans l'avenir à surveiller comme modalité d'évolution de la maladie, anticiper l'éventualité qu'une poussée puisse arriver, puisque ce qui a été très bien montré dans l'étude américaine, c'est que lorsque les patients contractaient Epstein-Barr virus et déclenchaient la sclérose en plaques, avec une moyenne hein, entre le moment où on contracte le virus et le moment où débute la maladie, qui est de l'ordre de 5 ans, entre 0 et 10 ans. Certains patients déclenchent leur maladie 10 ans après avoir contracté Epstein-Barr virus. Eh bien, dès que la maladie se déclenche, les neurofilaments augmentent. Donc, c'est probablement, ou même dès que Epstein-Barr virus a été contracté, les neurofilaments augmentent. Donc, c'est probablement un premier signe d'alerte pour dire il y a déjà une atteinte neuronale, puisque les neurofilaments vont exprimer l'atteinte neuronale. Mais pour l'instant, on aimerait disposer d'un marqueur biologique très simple, une prise de sang qui nous permettrait de dire, voilà, on est dans telle situation, il y a de l'activité inflammatoire, il n'y en a pas. Attention, une poussée va survenir, ou tous les voyants, encore une fois, sont au vert. Et pour l'instant, on n'est pas encore dans cette situation-là. Et peut-être que les années à venir permettront d'avoir un accès aux neurofilaments, certes, d'un point de vue technique, mais encore faudrait-il que voilà, le marqueur soit sensible pour exprimer qu'une poussée va arriver ou que l'évolution de la maladie est en train de se faire de façon un petit peu insidieuse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Merci, professeur Petit. Professeur Libetsky, vous avez parlé de la clémastine qui avait été donc étudiée au niveau du nerf optique pour améliorer donc la remisation. Est-ce que ce traitement, c'est pour les CEP ou les NMOSD ou pour les deux? C'est une bonne question. Alors pour le moment, ça a été évalué dans les atteintes du nerf optique liées à la sclérose en plaques. Ça n'a pas encore été évalué dans les atteintes du nerf optique liées au NMO. Hein, c'est ça qui est posé comme question, c'est ça? Oui. Et voilà, je crois que pour le moment, on n'en est pas là, parce que quand même, les mécanismes en fait de génération des lésions dans le nerf optique, dans la moelle du NMO, sont pas les mêmes en fait que ceux de la sclérose en plaques. Donc, ça n'a pas, voilà, l'efficacité de la clémastine sur la remyélinisation du NMO n'a pas du tout été évaluée, voilà. Donc, et c'est tellement différent parce que, voilà, dans la sclérose en plaques, voilà, il y a de la myéline qui est faite par les oligodendrocytes. Dans le NMO, la cible du processus pathologique, c'est pas l'oligodendrocyte, c'est l'astrocyte, qui est une autre cellule gliale. Donc je crois que pour le moment, ça serait aller trop vite en besogne que de translater en fait les résultats ou les études qui sont en cours dans la sclérose en plaques sur les NMO pour la réparation de la myéline. C'est vraiment des mécanismes trop différents. Merci. Encore une question pour vous, professeur Libetsky. Vous avez parlé de la stimulation de la remyélinisation dans le nerf optique, donc un essai clinique que vous faisiez actuellement avec Céline Loipre.
Est-ce qu'il est envisagé de faire des traitements électriques pour les membres, pour ceux qui ont des difficultés à marcher ou à prendre un objet? Peut-être bien, absolument. Là, pour le moment, cette étude, hein, c'est une étude de phase précoce, une étude de phase 2, qui nous donnera des résultats en termes d'efficacité. Ça sera positif, on espère, ou négatif, et voilà, ça sera la vie. Mais c'est vraiment une preuve de concept. Après, si on montre que l'activité électrique fait quelque chose d'utile sur l'harmonisation du nerf optique, oui, on aura envie, bien entendu, de le faire dans d'autres circuits, notamment dans les circuits médulaires, par exemple, au niveau de la moelle épinière. Alors, dans ce cas, je fais une petite digression. Ce qui est intéressant, et ça a été abordé aussi lors du congrès, c'est le rôle de l'exercice et de l'activité musculaire. Parce que l'exercice, l'activité musculaire, c'est une autre façon, en fait, de stimuler l'activité électrique du neurone. Et il y a actuellement voilà, pas mal de réflexions se disant que peut-être, en plus des traitements de l'immunité dont a parlé Jean, il faudrait peut-être systématiquement dans tous les essais, et aussi dans les essais qui testent les molécules promyélinisantes, ajouter des stratégies d'exercice musculaire. Mais c'est difficile parce que, voilà, on aime bien dans les essais cliniques que les patients, ils aient tous la même chose, tous le même médicament ou tous le même placebo. L'activité musculaire, c'est un peu plus difficile pour avoir des choses qui sont complètement comparables. Mais je crois que c'est un nouveau champ parce que dans des modèles expérimentaux chez l'animal, on voit que l'exercice musculaire favorise la réparation myélénique en stimulant le neurone. Merci, professeur Lucie. Professeur Pelletier, vous avez parlé donc des traitements hautement efficaces qui pourraient être donnés au début de la maladie. Est-ce qu'il y a assez de recul pour voir si ceux-ci limitent le passage en forme progressive? Pardon, je n'ai pas entendu la fin de la question parce qu'il y a eu une interférence. Est-ce que les traitements hautement efficaces qui sont donnés dès le début de la maladie pourraient limiter le passage en forme progressive? Tout à fait, mais on a déjà des résultats d'études. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué parce que ces traitements dits hautement efficaces, ce sont, on va dire, les classes de médicaments qui sont disponibles depuis le moins longtemps. Mais on a déjà des résultats qui nous prouvent d'abord que les médicaments des classes dites moyennement efficaces, c'est-à-dire les tout premiers, interférons, acétate de glatyramère par exemple, ont un impact sur la survenue de la forme progressive, ce qu'on appelle la forme secondairement progressive. Après une phase avec poussée, la maladie a tendance à diminuer en fréquence de poussée, puis à devenir progressive. Donc, des études qui sont maintenant anciennes, hein, parce que ces traitements sont utilisés depuis plus de 20 ans maintenant, ont déjà montré qu'on retardait l'arrivée de la phase progressive avec ces traitements dits moyennement efficaces par rapport à l'antériorité, c'est-à-dire à l'évolution naturelle de la maladie à un moment où nous n'avions pas de traitement. Donc ça, c'est le premier point. Donc globalement, la prise en charge thérapeutique, et d'autant plus qu'elle est précoce, va influencer l'éventualité de passage en forme progressive. Alors, on a aussi des données qui montrent que c'est probablement l'inflammation qui est en grande partie responsable, avec l'accumulation de cette inflammation, du passage progressif, en forme progressive de la maladie. Donc, puisque ces traitements bloquent bien l'inflammation, on peut effectivement bien comprendre qu'ils ont un impact sur la forme progressive ultérieure. Alors, on a aussi des résultats qui sont un peu plus récents, du fait de l'utilisation plus récente de ces thérapeutiques, sur l'impact probablement encore plus important des médicaments, molécules dites hautement efficaces, pour montrer qu'effectivement, on impacte la phase progressive. Alors, pour l'instant, on n'a pas du tout le même résultat dans les formes dites progressives primaires, c'est-à-dire chez des patients qui n'ont jamais de phase de poussée et qui ont globalement moins d'activité inflammatoire, notamment à l'IRM, avec des thérapeutiques qui, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, sont très efficaces sur le versant inflammatoire, mais beaucoup moins sur la progression. Mais traiter tôt un patient qui rentre dans la forme classique de la maladie, la forme rémitante avec poussée, traiter tôt et de façon efficace a un impact à moyen long terme. Il faudra qu'on prenne plus de recul, 25-30 ans, a un impact sur le passage en forme progressive. C'est très clair. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les greffes ont aussi un impact positif pour retarder ou diminuer la phase progressive de la maladie.
Merci, professeur Pétier. Nous avons eu un petit souci. Le professeur Lubetsky a dû avoir un problème de connexion. Elle a disparu d'un seul coup. Alors, du coup, encore une dernière question pour vous, professeur Pétier. Donc, vous avez dit que la majorité des patients avaient le virus EBV. Alors, donc, est-ce que ceux qui ne l'ont pas devraient être traités d'une manière différente et quel est ce pourcentage de personnes sans le BV? Alors, soit ça n'a pas été compris, soit je me suis mal exprimé. Ce n'est pas la majorité des patients à contracter le virus EBV, c'est tous les patients. Mais la majorité des sujets lambda, en tout cas dans les pays dits occidentaux, en France notamment, 90% de la population française a rencontré le virus et Epstein-Barr positif. Mais tous les patients atteints de sclérose en plaques sont obligatoirement Epstein-Barr positifs. La particularité de cette étude américaine, c'est qu'en fait, ils ont suivi 10 millions de personnes pendant 20 ans. Pas n'importe quelle personne, des personnes qui rentraient dans l'armée américaine. Et pour votre information, lorsqu'on rentre dans l'armée américaine, on est obligé de faire très régulièrement des prises de sang pour détecter le virus HIV. Donc, ils ont eu accès à ces prélèvements en nombre très conséquent, hein, 10 millions de personnes pendant 20 ans, avec en moyenne 7 prélèvements durant cette période par personne. Vous voyez ce que ça représente. Et ce qui a été montré, c'est que les personnes qui ont développé une sclérose en plaques pendant la période de suivi étaient toutes Epstein-Barr positifs, avaient contracté le virus quand on a eu la chance d'avoir une prise de sang qui n'était pas trop ancienne par rapport à l'arrivée de la maladie, en moyenne 5 ans avant. Donc en fait, ce n'est pas 90% des patients atteints de sclérose en plaques qui sont Epstein-Barr positifs, c'est tous les patients atteints de sclérose en plaques qui sont Epstein-Barr positifs. Alors attention, encore une fois, ce n'est pas un critère de diagnostic de la maladie, mais par contre, ça peut être un critère de non-diagnostic de la maladie si on est confronté à une situation qui ressemble au diagnostic de sclérose en plaques. Et si l'Epstein-Barr est négatif, là, ça doit faire remettre en question le diagnostic. Deuxième point important, ce n'est pas spécifique de la sclérose en plaques. Il y a d'autres maladies auto-immunes, le lupus érythémateux disséminé, la polyarthrite rhumatoïde, où le même constat a été fait. Alors, pas de façon si précise que l'étude américaine récente, mais où Epstein-Barr virus est impliqué dans le déclenchement de la maladie, probablement donc dans un cadre plus général de maladies auto-immunes, puisque toutes ces maladies sont des maladies auto-immunes. La polyarthrite rhumatoïde, c'est un peu la sclérose en plaques des articulations. Et puis le lupus, c'est une maladie, on va dire, plus diffuse, mais qui est aussi une maladie auto-immune. Donc non, que les choses soient bien claires, si on devait résumer la situation, on ne peut pas avoir une sclérose en plaques si on est Epstein-Barr négatif. Mais on peut être Epstein-Barr négatif pendant de nombreuses années, puis rencontrer le virus. C'est-à-dire même tardivement, après l'enfance, après l'adolescence. Ce qui d'ailleurs pourrait peut-être expliquer des formes plus tardives de sclérose en plaques, qui vont non pas débuter à 20 ou 30 ans, mais peut-être débuter à 50 ou 60 ans. Mais là, on n'a pas la réponse parce qu'il faudrait suivre toutes les personnes qui sont Epstein-Barr négatives, trouver à quel moment elles vont devenir positives et parmi celles-ci, qui va déclencher une sclérose en plaques. Donc, le sujet reste ouvert. Il y a encore beaucoup de travail. Merci. Une petite dernière question très courte, puisqu'on parle d'EBV. Est-ce que ce 100% EBV était aussi retrouvé chez les personnes atteintes de maladies apparentées? Non, pas à ma connaissance. D'abord, il n'y a pas eu d'études aussi solides que dans la sclérose en plaques, ça c'est le premier point. Et pour l'instant, je n'ai pas la connaissance de screening systématique d'Epstein-Barr virus dans les neuromyélites optiques. Mais ce sont des choses qui vont être faites, ou a posteriori, parce que quand on fait le diagnostic de neuromyélite optique, on déploie en général le même bilan que celui qui est réalisé dans le cadre d'une suspicion de sclérose en plaques. Donc très, très probablement des études vont être publiées dans les mois à venir qui vont permettre de savoir si le virus est aussi présent. Mais encore une fois, Epstein-Barr virus est présent dans 90% de la population, notamment française. Donc ça ne fait que 10% de personnes qui ne rencontrent pas le virus pendant leur vie. Donc ça nous laisse peu de comment dire, d'incertitude, si on peut dire. Merci, professeur Pétier. Bon, moi, je crois qu'on va arrêter là. Il y a encore des questions. N'hésitez pas à les envoyer. On essaiera d'obtenir des réponses. Professeur Pétier, je vous remercie infiniment.
Nous remercions également le professeur Libetsky qui donc a eu un souci de connexion. Et puis, je vous rappelle que ce Facebook Live sera disponible à nouveau sur la chaîne YouTube de la Fondation. Donc, je vous remercie à tous et je vous dis au revoir. Merci, au revoir.